Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Tension toujours très vive entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après l'exécution par Riyad d'un haut dignitaire chiite condamné pour terrorisme. Au Japon, Shinzo Abe annonce la reprise de l'économie japonaise lors de sa conférence de presse annuelle. Les opérations de secours se poursuivent dans la mine effondrée au Shantung, mais 17 mineurs se trouvent toujours pris au piège. Nouvelle hausse des performances logistiques chinoises au mois de décembre dernier. Lancement officiel par la Chine de son premier fonds d'investissement dans l'assurance au sein de la zone franche de Shanghai. À la une de cette édition, les manifestations continuent de secouer le monde musulman après l'exécution en Arabie Saoudite d'un dignitaire chiite condamné pour terrorisme. Le cheikh Nimr al-Nimr était un partisan écouté du changement de régime en Arabie Saoudite. Le point en images. De Bagdad à Beyrouth, les manifestants ont défilé après l'exécution du cheikh chiite Nimr al-Nimr par l'Arabie Saoudite. Il a été condamné pour terrorisme, mais c'est pour son rôle d'opposant au régime sunnite de la famille royale des Al-Saoud qu'il était jugé. En Iran, où l'islam chiite est majoritaire, la mort de ce dignitaire a fait l'écran titre et conduit au saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Les manifestants ont également renommé la rue adjacente du nom du cheikh et le guide suprême iranien a condamné l'exécution. Ceux qui prennent des décisions les exécutent et les décideurs du gouvernement saoudien ne doivent pas douter du fait que ce sang va les troubler. Il va les harceler. En représailles, le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé que son pays rompait ses relations diplomatiques avec l'Iran. À la lumière de ces faits, le royaume annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran et donne 48 heures aux membres de la représentation diplomatique iranienne pour quitter le pays. Le cheikh a été exécuté aux côtés des 46 autres condamnés, pour la plupart des sunnites accusés de terrorisme. Les forces de sécurité du royaume n'hésiteront jamais à poursuivre ceux qui commettent de tels actes terroristes ou adhèrent à ces groupes ou les soutiennent de quelque manière que ce soit. Mais l'exécution du cheikh al-Nimr menace de diviser plus encore la région à un moment où elle a besoin d'unités pour combattre Daesh en Syrie et en Irak. Pour couronner le tout, l'exécution est survenue le jour de la fin de la trêve entre l'Arabie Saoudite et les rebelles chiites qui ont chassé le gouvernement du Yémen. On va avoir un état de colère qui va bloquer les Arabes. Les gens vont bouger, sortir, dénoncer, manifester contre ce crime odieux. Et ce n'est que le début. On va voir d'autres formes d'escalade. Malgré la dégradation des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, le président iranien Hassan Rouhani a promis de faire tout son possible pour que les responsables des attaques des postes diplomatiques saoudiens en Iran soient punis. Suite aux attaques visant l'ambassade saoudienne à Téhéran, ainsi que le consulat saoudien de la ville de Mashhad au nord-est du pays, Hassan Rouhani a publié depuis son compte personnel sur Twitter des messages dénonçant le fait d'individus extrémistes. Mais il a également condamné la politique sectaire de l'Arabie Saoudite qui a, selon lui, entraîné l'exécution du cheikh Nimr al-Nimr. Il a précisé que sa mort avait terni l'image de l'Arabie Saoudite auprès des autres pays musulmans. Le leader suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est joint à la contestation du président. Il a mis l'Arabie Saoudite en garde contre la vengeance divine qui interviendra suite à l'exécution du clerc chiite. Il a décrit cette mise à mort comme une erreur qui continuera de hanter les responsables politiques du royaume. À Téhéran, les manifestations se poursuivent. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place de la Palestine pour protester contre l'exécution par l'Arabie Saoudite d'un imam chiite de premier plan.
Des manifestants ont brûlé des drapeaux américains et israéliens et scandé des slogans hostiles à la famille royale des Al Saoud. Plus tôt, les manifestants ont dévasté l'ambassade saoudienne à Téhéran. Ils ont fait irruption dans le bâtiment de l'ambassade, ont cassé les meubles et allumé des feux avant d'être évacués par la police. Certains demandaient une réaction sérieuse de la part de l'Iran. Les gens sont là pour dire au gouvernement que nous attendons de lui qu'il montre une forte réaction et qu'il ne pourrait se faire que nous restions silencieux devant cette action. Aujourd'hui, le message de ce rassemblement et des autres dans tout le pays, aux chiites d'Arabie Saoudite, est que nous sommes de leur côté et que nous les supportons. Les protestations se sont propagées à Bahreïn, au Cachemire indien et au Liban. À Bahreïn, les gens ont exprimé leur outrage à Daï, une banlieue majoritairement chiite de la capitale Manama. Des hommes et des femmes ont crié des slogans hostiles envers la famille régnante des Al Saoud ainsi qu'à la monarchie du Bahreïn. La police est restée à distance pendant la marche à Daï, mais on a rapporté des affrontements entre manifestants et policiers. Des centaines de chiites se sont réunis dans les villes pakistanaises de Lahore, Karachi et dans la capitale Islamabad. Des gens ont scandé des slogans contre les dirigeants saoudiens et ont appelé l'Organisation de la coopération islamique et les organisations des droits de l'homme à prendre acte de l'exécution de masse. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a donné sa conférence de presse annuelle dans sa résidence officielle de Tokyo. Il a déclaré que le Japon connaissait une reprise économique depuis que son gouvernement est entré en fonction il y a 3 ans. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a accueilli les journalistes en revenant sur ses politiques économiques. Ces 3 dernières années, nous avons été capables de créer 1,1 million d'emplois. Et nous avons vu la plus forte hausse des salaires depuis 17 ans. Et l'économie est sur le chemin de la reprise. Nous sommes encore à mi-chemin, mais j'aimerais dire que nous avons été en mesure de créer une situation où nous n'avons plus de déflation. Shinzo Abe se montre donc très optimiste, voire trop peut-être. L'inflation japonaise est en effet proche du 0%. Sur le plan de la politique étrangère, le Japon se prépare à un sommet trilatéral avec la Chine et la République de Corée. Nous avons eu l'an dernier un sommet en République de Corée et les 3 pays entretiennent de très bonnes relations. Et nous espérons cette année avoir un sommet fructueux qui conduise à de réels progrès. Shinzo Abe a déclaré lundi ne pas prévoir d'appeler à des élections anticipées en prévision des élections de la Chambre haute cet été. Il explique que conserver une majorité est sa priorité. Au sujet des élections de la Chambre haute, j'espère que tous les candidats seront réélus. Je pense que c'est naturel et je crois que c'est la responsabilité du président du PLD. En raison de la stabilité politique, nous espérons obtenir les 2/3 des sièges. Le Premier ministre s'est également engagé à élever le taux de fécondité de 1,4 à 1,8 enfants par femme d'ici 2025, afin d'atténuer le processus de vieillissement de la population japonaise. Et en passant plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Zhao Zhejing. Bonjour Yves. Bien que nous réserve cette deuxième partie d'édition, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir cette partie avec des nouvelles d'un accident. Cet accident a eu lieu dans une mine de gypse du district de Pingyi dans la province du Shandong dans l'est de la Chine. Un nouveau trou a été percé ce lundi en début de journée dans la section sud-ouest de la mine qui s'est effondrée, mais aucun signe de vie n'a été détecté. Un détecteur de vie infrarouge a été envoyé au fond du trou à 220 mètres sous la surface, mais il n'a détecté aucun signe de vie malgré plusieurs tentatives. Selon les analyses des images vidéo récupérées, le tunnel aurait été inondé avec une odeur d'eau atteignant 1,40 m. 4 personnes auraient été localisées mercredi dernier dans cette section de la mine. En tout, 17 mineurs se trouvent toujours coincés. Les sauveteurs estiment que 3 personnes se trouveraient dans la partie nord au fond du site, tandis que 14 d'entre eux seraient en dessous de la section sud-ouest, dont les 4 mineurs localisés mercredi dernier. Et nous enchaînons avec une page économie. Les performances logistiques de la Chine se sont encore améliorées au mois de décembre dernier. La Fédération chinoise de la logistique et des achats revient sur les performances réalisées. L'indice de performance logistique a atteint le seuil des 55% en décembre, soit 0,8% de plus que le mois précédent. Cela marque ainsi le 4e mois de hausse consécutive de la croissance du secteur, dont les performances avaient connu un plus bas au cours du mois d'août 2015. Les entreprises logistiques ont fait plus de profits au mois de décembre dernier. L'indice des profits est en hausse de 0,3% par rapport au mois précédent,
où il avait atteint les 49,8%. Mais le seuil pivot des 50% n'a toujours pas été atteint. Les analystes rappellent que la faible demande en matières premières pèse encore sur les performances du secteur. Les performances logistiques de la Chine ont continué leur progression au mois de décembre dernier, ce qui signifie que l'ensemble de l'industrie reprend des couleurs et s'oriente désormais vers un avenir plus serein. Mais nous devons noter qu'avec le ralentissement économique global, visible notamment à travers la faible demande en matières premières, les entreprises du secteur logistique seront encore sous pression. Cependant, nous nous attendons à une croissance stable pour l'année 2016. La Chine a officiellement lancé son premier fonds d'investissement dans l'assurance au sein de la zone franche de Shanghai. Les fonds proviendront de compagnies d'assurance et seront utilisés pour soutenir les infrastructures et les transports. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. De l'argent frais arrivera dans les investissements qui concernent l'économie réelle. Le secteur de l'assurance en Chine va contribuer à l'approvisionnement du fonds avec l'objectif d'un usage à long terme et d'un capital stable qui permettra d'appuyer le développement des services publics du pays. Et la première contribution à cet investissement est de 40 milliards de dollars et a déjà été engrangée. Nous avons réalisé un investissement de 40 milliards de yuans avec le groupe du commerce de Chine sur des projets liés à l'initiative de la ceinture et la route. Nous allons également contribuer à la construction d'infrastructures et à la rénovation des villes en état de délabrement, et cela suite à l'approbation du Conseil des affaires d'État. L'investissement sera utilisé sur le marché étranger pour soutenir l'acquisition de terrains par le groupe pour la construction de ports en Asie, en Europe et en Afrique. Le capital permettra également de renforcer le capital de projets de gaz naturel liquéfié pour aider avec les demandes en énergie de Chine et dans les pays situés le long de l'initiative de la ceinture et de la route. La compagnie d'investissement de l'assurance de Chine a été mise en place l'année dernière pour gérer les fonds. L'argent sera levé depuis le secteur de l'assurance et devrait au final atteindre quelques 300 milliards de yuan au total. Nous réaliserons des progrès de façon régulière quant à la construction d'une plateforme nationale d'investissement. Nous nous reposerons sur les avantages du financement à long terme du secteur de l'assurance afin de mieux servir la stratégie du pays ainsi que le développement de l'économie réelle. Le secteur de l'assurance en Chine a renforcé sa position au cours de l'année écoulée. Ce premier revenu a connu une vive poussée de 20% au cours des 8 premiers mois de l'année et les actifs nets ont connu une progression de près de 9%. Les régulateurs ont déclaré que les compagnies d'assurance avaient besoin de maintenir une croissance saine et de s'adapter à la nouvelle situation alors que l'économie du pays opère des changements. La musique du groupe Hangai possède une résonance unique en son genre, inspirée des chants traditionnels de Mongolie intérieure et de mélodies plus à la mode, telles que la musique punk. Parmi les différentes inspirations du groupe, les musiciens citent Pink Floyd, Radiohead, Rage Against the Machine, mais également des groupes de rock chinois. Mon collègue et présentateur d'aujourd'hui, Yves Mouillet, est parti à leur rencontre. Hangai est un groupe de musique pop-punk formé à Pékin en 2004 qui chemine depuis plusieurs années dans le vaste empire des sonorités ancestrales de Mongolie intérieure. Ilichi, après avoir fait vibrer la scène musicale de la capitale chinoise avec son groupe précédent, a décidé de renouer avec les mélodies de son enfance. Le terme Hangai fait d'ailleurs référence à un paysage idéalisé de pâturage, de rivières, de montagnes, d'arbres et le ciel bleu. 做音乐嘛，大家都是很有个性的，所以有的时候会喝酒，然后吵架、打架，然后就是因为音乐或者是因为生活各种各样的事儿，始终大家还是在一起，就是坚持做这个事儿。巡演的时候，每天的地方都是新的、新鲜的，然后我也很享受这个旅程。一般都是巡演的时候，我都是最快乐的。
Alors aujourd'hui, on a affaire à une équipe extrêmement cosmopolite. Là, vous allez voir cet individu-là avec des chaînes en argent et sa casquette, et puis un toucher à la guitare qui a l'air, ma foi, Jimi Hendrix on serait en pleine admiration, j'imagine. Là, vous allez voir dans quelques instants un homme qui est très très imposant par sa carrure. Il a un béret, lunettes de soleil. C'est un individu qui est chanteur de ce groupe, chanteur exceptionnel à la voix que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure et l'admirer bien entendu. Certains membres du groupe ont redécouvert leur identité culturelle dans la Chine moderne. Ils sont allés jusqu'à réapprendre leur langue maternelle afin de l'incorporer dans leur répertoire. Le groupe chante un mode de vie sur le point de disparaître, un mode de vie qu'eux-mêmes n'ont jamais véritablement connu, ce qui prouve à quel point il est difficile de trouver ses origines et conserver la singularité de son identité. 我出生和长大的地方是图莫特左旗，就靠近呼和浩特。在整个内蒙来说，那个地方是这个蒙古族的文化、语言各方面流失最严重的。继续做蒙古风格的音乐，让更多的蒙古人理解这个民族存在的意义，还有让更多的人理解蒙古音乐。 Certains nostalgiques préfèrent avancer à reculons. Rangai retourne véritablement vers le futur, dans un monde où le vent fouette votre visage, où la musique est marquée par le rythme des sabots d'un pur sang lancé au galop, où une combinaison d'accords à la guitare peut suggérer son hennissement, un monde où le temps est figé. Fermez les yeux, laissez-vous transporter par cette mélodie contemporaine, cet élan universel dont l'histoire remonte à la nuit des temps. Et voilà, c'est avec de la musique que nous terminons cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Yves, c'est à vous. Eh bien, merci ma chère pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le prochain journal.